Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 7ème vidéo dédiée à Salt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne. L'objectif aujourd'hui c'est de découvrir les principales commandes, on avait vu les principaux binaires disponibles avec Salt. On va voir aujourd'hui quelques options des principaux binaires finalement qu'on va utiliser le plus régulièrement. Alors, premier binaire, le salt key, on en a déjà parlé précédemment, c'est quelque chose qu'on va faire tourner sur le master. Alors si on se met sur un master, voilà, on va pouvoir faire ici un salt key, alors avec un sudo, et on va pouvoir passer un tiret grand L par exemple, et là on va pouvoir lister, donc comme on l'a fait précédemment, les minions pour lesquels on a accepté des clés avec leur nom. Donc ça va être pratique si on veut, si on ne sait pas très bien les noms par exemple des minions qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir rajouter un grep dessus, retrouver les éléments. Sinon bien sûr il nous permet aussi d'accepter des clés, de les rejeter au fur et à mesure qu'on rajoute des machines. Pour ça, donc c'est très simple, on a donc plusieurs statuts ici qu'on retrouve. L'unaccepted key, donc c'est celles qui vont finalement rester à valider ou non, ou à refuser. Les accepted, les rejected et les denied, donc pour des clés sur lesquelles on va avoir un risque de conflit éventuellement, d'ID, etc. Donc acceptation, suppression, génération de clés également, renouvellement de clés, vérification du fingerprint, donc ça on l'avait vu précédemment, on va pouvoir ressortir le fingerprint, checker si c'est bien celui qui correspond au minion en question et au master éventuellement. On va pouvoir faire un tiret grand L ou un tiret petit l, suivant si on veut lister l'intégralité ou simplement lister un seul, voire pour un seul minion, l'état de la clé. On peut accepter, donc avec le tiret moins petit a ou moins grand A, accepter la totalité. Donc quand on a un grand, généralement majuscule, ça va être la totalité. Quand on a un petit a, il va falloir spécifier le nom du serveur en question. Ça c'est valable pour d'autres commandes, comme par exemple ici, si je fais un tiret petit p ou un tiret grand p, on va avoir une commande soit pour l'intégralité, donc là il s'agit d'afficher les clés publiques. Vous voyez que j'ai passé un grand P, donc du coup on a la totalité des clés publiques. Si je passe un petit P, là il va me demander tout simplement de préciser un argument supplémentaire, par exemple le salt2 par exemple, et je vais retrouver la clé publique qui correspond. On parle bien sûr de clé publique. Exactement le même principe pour la suppression d'une clé, c'est tirer petit d ou tirer grand D. Alors attention au grand D, bien sûr, je dirais ne pas l'utiliser et passer toujours par le petit d, sauf si vous voulez vraiment faire du reset quasi intégral des clés. Le tiret grand F ou tiret petit f, lui va permettre d'afficher le fingerprint. Donc si on spécifie pour un serveur en particulier, on va retrouver son fingerprint, sinon pour la totalité, on va passer un grand F et on va retrouver tous les fingerprints qui correspondent à chacune des machines. Ça peut être aussi assez pratique. Donc une autre ligne de commande, bien sûr, on va la découvrir petit à petit, on va en user, en abuser, c'est la ligne de commande salt, donc celle qu'on avait utilisée précédemment. Donc par exemple, si on veut lister les grants de chacun de nos serveurs. Donc les grants, on a parlé dans les définitions, c'est ni plus ni moins que les variables qui contiennent, alors c'est l'équivalent des gather facts dans Ansible. Ça va permettre donc de récupérer des éléments caractéristiques de notre machine. Donc sudo salt, si je mets pas salt ça va pas aller, mais par exemple grants.items. Et donc là, on va lister tous les grants de tous les serveurs, puisqu'on a passé un étoile, on verra le targeting. Vous voyez, donc les grants, c'est ces éléments-là. Donc un élément qui est hyper important à connaître quand on utilise un orchestrateur en général, on l'avait fait avec Ansible, mais pas que, c'est la possibilité, et il faut en abuser, du dry run. Donc le fait de faire tourner Ansible ou de faire tourner un salt sans appliquer les choses, c'est quelque chose qui est très important. Ça va permettre juste de vérifier qu'est-ce que l'on va faire avant de lancer le run final, sauf à l'avoir validé auparavant d'une autre manière.
ou l'avoir testé sur une seule machine et se dire ok, c'est exactement ce que je veux faire. À ce moment-là, je supprime le dry run, je supprime le l'étoile, par exemple, je le fais tourner en salt sur un seul serveur salt 1 par exemple, et derrière je vais pouvoir dire tiens finalement ce que je veux faire c'est le jouer sur tous mes serveurs, donc je fais d'abord un test en dry run et ensuite je l'applique à tous mes serveurs en mettant une target étoile pour appliquer vraiment ce qu'on appelle le top SLS quoi, voilà. Un autre élément qui sera important, on le reverra plus tard, c'est la possibilité, donc quand on utilise Git, de définir des branches spécifiques. Donc par exemple, on est en train de développer quelque chose, on ne veut pas mettre à jour notre branche master pour vérifier l'application de ce qu'on va faire, et bien on va pouvoir définir la branche spécifiquement qu'on va utiliser. Donc ça, on reverra ça un petit peu plus tard. Donc son objectif à Salt, ça va être donc de jouer les modules et les fonctions qui correspondent, comme on l'avait fait lors de la vidéo numéro 5, je crois. Ça va permettre de jouer donc les states. Et donc parmi les options qui sont intéressantes, donc on reverra ça un petit peu plus tard, très précisément dessus, on fera une vidéo sur le targeting qui est très très pratique avec Salt, puisque on peut faire du targeting de différentes manières. Premier targeting possible, un des targeting possibles, c'est la regex. Donc là vous voyez que de base on a l'étoile qui nous permet de remplacer des caractères sans passer par une regex. Donc dès lors qu'on utilise une regex -grand E, là on va avoir accès au numérique, etc., etc. On a aussi la possibilité de faire du targeting par les grains. Donc les grains, on les a vus tout de suite, ça va être par exemple, ici je vais avoir, on va se mettre comme ceci, donc nos grains, on va avoir par exemple le type d'OS, et on va pouvoir passer un -grand G, et plutôt que de filtrer sur un étoile qui va être très générique, on va pouvoir dire -grand G, et hop là, -grand G, et on va pouvoir passer l'OS name égale à la valeur que l'on veut, par exemple ici Debian par exemple. Voilà. Donc ça c'est une autre manière de le faire et qui est très très pratique. Ensuite il y a le -C, et le -C lui va permettre de combiner les éléments, c'est-à-dire du -grand E, du -grand G, donc de combiner à la fois des expressions régulières avec des grants, et ça c'est aussi très très pratique. Le -grand L, lui, il va permettre de fixer une liste spécifiquement, c'est-à-dire imaginons qu'on ait plusieurs serveurs sur lesquels on veut faire tourner notre run, mais que ces serveurs-là, malgré des regex, etc., on n'est pas capable via le nom de limiter la liste exactement à ce que l'on souhaite, donc on veut faire finalement une liste entre guillemets manuscrite, et du coup on va pouvoir le faire tourner de cette manière-là. Une autre méthode aussi, c'est le -grand S, qui lui va permettre d'utiliser le CIDR, donc un range d'IP, et définir ce range d'IP sur lequel on va vouloir tourner, donc on va lui passer un -grand S plus le CIDR en question. Donc la ligne de commande salt, donc on l'a déjà appliqué, c'est quoi? C'est une manière, un targeting, donc avec des options ou sans options, un module, un package, et les arguments que l'on va jouer. Donc ça c'est le principe de base. On verra ensuite que là, tel qu'on l'avait fait dans la vidéo 5, finalement c'est pas un modèle qui est à recopier, c'est vraiment du one shot plutôt, et on verra comment on va procéder avec quelque chose de beaucoup plus descriptif. Alors l'output, on va pouvoir aussi travailler la sortie de l'output, c'est-à-dire que là, par exemple, si je prends le salt 1 sur lequel je liste tous les grains, c'est pas mal, mais on va dire que c'est pas forcément quelque chose de la manière dont je veux l'utiliser. Par exemple, si je fais du scripting ou ce genre de choses, je vais vouloir avoir quelque chose peut-être qui va avoir un format différent. Et là, vous voyez que si je lui passe un -row, là, il va m'afficher les éléments vraiment en mode linéaire, avec des dictionnaires, des listes, etc. Donc c'est vraiment complètement différent. On va pouvoir aussi l'avoir en format JSON, comme ceci. Et là, on va avoir une sortie en format JSON, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. Le format par défaut, c'est le format nested, qui est le format qu'on a vu tout à l'heure. Et il est possible aussi d'avoir un format YAML, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez que ça désactive la couleur, on peut réactiver la couleur, etc. Donc là, on est en format YAML. Vous voyez que les informations sont stockées de manière un petit peu différente du nested. Le state output,
c'est un petit peu différent. C'est le mode d'affichage des states. Alors je sais pas si on avait un state qui traîne. Par exemple celui-ci, voilà, sur Salt, alors, je sais pas, on l'a fait tourner sur Salt 2, celui-ci, oui. Donc là vous voyez qu'on a un state qui est affiché de cette manière-ci. Si on veut un affichage, donc le state étant globalement ce qu'on va faire tourner dans le Salt, et donc là on va pouvoir travailler quelle est l'étendue des éléments qu'on va vouloir retourner. Par défaut, ça va être juste donc le type none, qui est globalement les principaux changements qui vont être réalisés, quoi, à peu près. Hop, bon, si on le fait comme ceci, toc, output state, pardon, égal. Et là, on va lui passer par exemple un full. Je pense pas qu'on voit la différence puisque du coup, on n'a qu'un seul state. On verra pas. Mais on peut se limiter. Donc on peut afficher tous les éléments, quoi qu'il arrive. On peut afficher juste les changements. On peut vraiment filtrer pas mal les choses. Il y a encore d'autres options. Le log file, c'est si on veut loguer dans un fichier, on va pouvoir lui passer un -log file et donc finalement cet output, on va le rediriger vers un fichier. Ça peut être bien quand on utilise des scripts également, ce genre de choses. On va pouvoir aussi lancer tout ça en mode asynchrone. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'attendre le résultat du run, eh bien on va le lancer en mode asynchrone. Ça va lancer un job, puisqu'il y a un principe d'eventing, et du coup on va récupérer la main, on pourra faire autre chose, éventuellement relancer d'autres jobs qui vont venir faire un système de queuing, sous réserve de pouvoir le faire, hein, il y a des petites conditions quand même, et voilà, donc on va pouvoir faire tourner les choses en mode asynchrone. On a aussi un mode batch qui revient un petit peu aux stratégies, quand on connaît les stratégies sur Ansible. Ça va permettre de préciser le nombre de minions par cycle. Donc par défaut, il va chercher à le lancer sur le plus grand nombre possible, mais on va pouvoir par exemple se dire, voilà, dès lors qu'il y a une erreur, je veux planter rapidement, et donc du coup, je lance pas tout d'un coup, je vais y aller élément par élément. Donc là, on va pouvoir préciser un chiffre avec le -b. Ensuite, on a le -return pour savoir, voilà, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait loguer vers un fichier, mais on peut aussi loguer vers des outputs différents, comme des bases de données telles que Elasticsearch, Couchbase, Cassandra, Postgres, mais aussi des outils comme Sentry, Slack ou l'envoi de SMS. Le -t qui va permettre de préciser, lui, un timeout, donc pour éviter voilà, que ça dure trop longtemps, tomber en erreur, etc. Le -args separator, donc on l'a vu tout à l'heure dans la ligne de commande, on peut passer des arguments, par exemple ici, voilà, j'ai mis un stop de Nginx. Si je veux arrêter plusieurs services, je vais pouvoir préciser éventuellement un séparateur, ou ne pas le préciser et utiliser celui qui est par défaut, qui est la virgule, et préciser un autre élément, éventuellement séparateur. Le -L, lui, va définir le niveau de log cette fois-ci. Donc on a un niveau qui peut être à all, à debug, à info, à error. Par défaut, il est à warning, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors, un autre binaire, salt call. Donc on a vu salt key, on a vu salt, très utilisé, et le salt call qui lui permet de fonctionner en masterless et permet surtout de faire tourner des runs localement et pas forcément que de faire du masterless. Donc toujours pareil, il accepte le test true, qui est sympathique. Là, on va pouvoir lister, alors on l'a fait tout à l'heure, on a listé les grains, par exemple ici comme ceci, sur le salt 2 par exemple, on va le faire comme ceci. Mais une autre manière de le faire, c'est de faire un sudo salt call, et de passer un grand G, pour pouvoir lister ces grains, mais localement cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par un système de master, c'est le minion lui-même qui affiche le résultat. Si on veut préciser qu'on fait vraiment les choses sans master, on passe un - local, comme ceci. Puisque sinon, par défaut, il peut prendre des valeurs et aller chercher des éléments dans le master. Donc là, de cette manière-ci, on a une garantie. Quand on passe le - local, on a une garantie, on fait ce qu'on appelle du masterless. Le - file route, ça va être la localisation. On va retrouver l'ensemble de l'architecture de fichiers et de répertoires pour les states. On a le même principe pour le pilar route, qui va permettre de retrouver la localisation des pilars, qui sont
on va le revoir, deux répertoires centraux qui vont comprendre deux structures de fichiers dédiés. Un à la description, donc via les pylars, des variables qu'on va vouloir définir pour notre grille finalement d'inventaire de nos machines. Et puis le file root qui lui va être constitué principalement des formules salt avec les states voilà, qu'on va retrouver et ce qu'on appelle le top SLS. Le skip grains, c'est un petit peu comme sur Ansible, si on veut éviter de collecter les facts et s'intéresser aux facts, on peut skipper cette partie-là et on peut rafraîchir les grains également avec un refresh grains cache. On verra, il y a d'autres options possibles aussi en master pour rafraîchir, resynchroniser les states. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.